Hello, welcome to the Wunderparlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. Et on va discuter le futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Bonjour et bienvenue dans le Wunderparlement en ce 7 février 2024 en direct ou presque du Parlement européen à Strasbourg. Nous recevons l'eurodéputée Leïla Chaibi, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Du groupe The Left qui vient de sortir un livre Député pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne aux éditions Les Liens qui libère et qui nous raconte son Parlement à elle et donc c'est évidemment absolument passionnant parce que on n'a pas l'habitude d'entendre les effractions, infiltrations dans cette machine européenne. On va peut-être commencer par vous présenter, Leïla Chaibi. Qui êtes-vous donc vous êtes née à Dijon, Ouais. d'après la fiche de votre sur le Parlement européen. Vous avez fait vos études à Toulouse, vous avez commencé à militer là-bas. Oui, je suis née à Dijon, mais bon, la fiche Wikipédia porte à confusion parce que je suis restée juste quelques mois et donc je suis plus toulousaine en fait. J'ai grandi à Toulouse et j'ai fait mes études à Toulouse, ouais. Je suis élue depuis 2019, c'est mon premier mandat, c'est la première fois que je suis élue. C'est pas la première fois que j'ai été candidate à des élections, mais j'étais engagée pendant des années sur le terrain politique en plus de mon boulot, hein, le soir et le week-end, mais aussi surtout pendant des années sur la lutte contre la précarité, pour le droit au logement dans le secteur associatif. Alors, justement, peut-être juste raconter un peu quand même Génération Précaire, Jeudi Noir, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, c'est des collectifs qui pointent du doigt le fait que c'est un parcours du combattant. En gros, quand on veut avoir un logement, c'est un parcours du combattant quand on veut avoir un emploi, c'est un parcours du combattant quand on veut vivre dignement. Et la particularité de ces collectifs, c'est que, étant donné qu'on ne faisait pas masse, en fait, on a inventé des modes d'action un peu décalés par rapport aux façons traditionnelles de militer. Alors par exemple, pour Jeudi Noir, on s'invitait dans les appartements à louer avec cotillon, mousseux, musique, en improvisant des fêtes pour organiser des actions médiatiques qui fait qu'à quelques-uns, en fait, on occupait le terrain médiatique et du coup, on pouvait alerter les politiques. Et c'est un petit peu ces méthodes-là que j'ai importées depuis que je suis députée européenne. Et comment est-ce qu'on passe de squatter des appartements vides en faisant la teuf à Paris à députée européenne ? Eh ben oui, c'est assez bizarre au début. En fait, quand la France Insoumise, l'organisation politique dans laquelle j'étais déjà engagée, a choisi sa liste en 2019, moi, ça faisait longtemps que je militais. J'avais une légitimité, j'avais construit une légitimité de par mon parcours militant, et donc on a choisi de me mettre en troisième position sur la liste. Mais c'est vrai que quand j'arrive au Parlement en 2019, tout de suite, j'ai un peu l'impression d'être arrivée à Disneyland en quelque sorte. Quand vous êtes quelqu'un de normal, je pense, c'est pas forcément en plus, même si j'avais pas eu un parcours militant, mais il suffit d'être quelqu'un de normal. Quand vous arrivez dans le Parlement européen, que dès le premier jour, vous avez les honneurs, la courtoisie, vous avez l'impression d'être dans un costume qui est beaucoup trop grand pour vous. On vous dit, Madame la députée, vous regardez derrière à qui on parle, et on vous explique les enveloppes, les moyens mis à votre disposition qui sont vertigineux, qui sont très éloignés, aussi bien en termes d'indemnité que les moyens financiers mis en place, qui sont très éloignés de celles et ceux que vous êtes là pour représenter. Vous arrivez dans une espèce de bulle, un truc immense, vous comprenez pas grand chose finalement parce que tout paraît très technique, très éloigné de l'intérêt des gens, dans une machine dans laquelle vous pouvez passer vos journées sans sortir, parce que le Parlement c'est un endroit où il y a un supermarché, il y a un coiffeur, il y a une salle de sport, il y a la cantine, il y a même des douches, voilà, tout ça fait qu'en fait rapidement je me rends compte que oulala, attention, si je veux pas m'oublier, si je veux représenter les gens qui m'ont élu et que je suis là pour porter la parole, il va falloir que je mette des garde-fous. Il va falloir que je sorte dans l'endroit dans lequel on veut m'assigner bien gentiment et que je fasse un peu comme j'ai fait dans mon passé militant, c'est-à-dire casser les codes et sortir des sentiers battus. Et donc, ça se traduit aussi par un combat pendant 5 ans, donc la durée d'une mandature, démarrée en 2019.
pourquoi ce combat contre les plateformes Amazon, Uber, Deliveroo, il se termine par un succès. Donc ça sert quand même à quelque chose. On peut un peu raconter comment ça s'est passé au cours de ces 5 années. Alors, moi, je me suis battue pendant des années contre la précarité. Et il y a un nouveau type de précarité qui débarque en Europe, sur la précarité de l'emploi, c'est le travail ubérisé, ce qu'on appelle ubérisé, où c'est pire qu'un contrat de travail précaire, parce qu'il n'y a pas de contrat de travail du tout. Et donc on a des indépendants, mais qui ne sont rien d'indépendants. Des travailleurs qui sont mis en relation avec un client. Donc les plus visibles sont les livreurs de repas à domicile de chez Deliveroo, les chauffeurs VTC d'Uber. Mais au-delà de ça, c'est dans toute l'économie des employés de caisse chez Monoprix qui sont remplacés par des auto-entrepreneurs, c'est des serveurs dans la restauration qui sont remplacés par des auto-entrepreneurs. C'est comment petit à petit le statut salarié, où il y a des protections, où certes on donne une partie de son temps à un patron, mais en contrepartie on a une protection sociale, on a le salaire minimum, on a les congés payés. Mais comment on fait péter tout ça par la porte d'entrée donc, du travail ubérisé. Et donc quand j'arrive au Parlement européen, j'apprends que l'Union européenne va faire quelque chose là-dessus. Quelque chose. C'est pas une directive, forcément, à ce moment-là, et c'est pas forcément une directive en faveur des travailleurs. Parce que là, on a plutôt l'habitude à ce que l'Union européenne, elle agisse en faveur des lobbies, qui sont clairement comme à la maison au Parlement. Alors, au Parlement de Bruxelles, pas ici au Parlement de Strasbourg. Il y a 2 parlements. Oui, j'ai appris par exemple qu'il y avait 70 000 lobbyistes à Bruxelles, donc la deuxième ville après Washington, en nombre de lobbyistes. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi l'Union européenne fait des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt des lobbies, des multinationales? C'est pas juste une question idéologique et théorique. C'est parce que physiquement, le Parlement européen, déjà, c'est dans un quartier, il n'y avait rien. Moi, je parlais avec un collègue belge qui me racontait quand il était gamin, il venait s'amuser avec ses copains dans ce quartier européen. Il n'y avait rien, c'était en friche totale, c'était un quartier très populaire autour. Et donc là-dessus, ils ont construit artificiellement le quartier européen. Et donc, vous avez des bureaux de lobby tout autour. De lobby, pas n'importe quelle entreprise. Donc, les entreprises qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir se payer un bureau à Bruxelles, dans le quartier européen. Ils sont physiquement ils encerclent comme ça le Parlement européen. Pour rentrer dans le Parlement, n'importe quel citoyen, il doit faire un parcours du combattant, je dois l'accréditer, on lui explique au bureau de l'accréditation qu'il doit garder son autocollant sur lui et qu'il n'a pas le droit de circuler tout seul dans les couloirs. Les lobbies, eux, ils ont un badge, comme mon badge de député, et ils peuvent rentrer et sortir du Parlement comme ils veulent. Ils connaissent par cœur les couloirs, parce que souvent, c'est d'anciens assistants parlementaires. Ils ont accès sur la plateforme principale du Parlement à toutes les boîtes aux lettres, avec tous les noms de n'importe quel député. Ils peuvent laisser ce qu'ils veulent à l'intérieur. Et surtout, ils maîtrisent le fonctionnement. Ils savent que quand on arrive là, en début de législature, qu'il y a plein de députés qui captent rien, qui vont mettre un certain temps avant de comprendre. Et donc là, ils arrivent. Bonjour, tu veux tes statistiques pour tes amendements? Je vais t'en écrire, moi, directement. Tu sais pas, t'as pas trop compris comment se passait tel dossier? À l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission machin, ben justement, il y a un dossier, je vais t'expliquer. Et c'est ça, cet aspect physique et matériel, qui fait qu'à la fin, on a des décisions qui ne sont pas en faveur des citoyens, mais en faveur des lobbies. Sauf avec Leïla Chaibi pour cette loi contre les plateformes et contre la précarité autour d'Amazon, Uber et Deliveroo. Donc le parcours de la combattante Leïla Chaibi pour faire passer cette loi directive plutôt dans le langage européen, une loi non contraignante qui peut être adaptée par chaque État. Qui doit être adoptée par chaque État. Au bout de 18 mois peut-être, 2 ans. Comment ça se passe c'est là où je m'aperçois que si on veut réécrire l'histoire, qui a l'air d'être déjà écrite, c'est-à-dire l'histoire qui est déjà écrite, c'est il va y avoir une directive. Là, on a des travailleurs qui sont encore moins mobilisés et au fait de ce qui se passe à l'Union européenne que des travailleurs classiques, parce qu'ils sont tout seuls sur leur vélo, qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Donc, ça va être facile pour les lobbies de faire une loi qui va dans leur sens, une directive qui va dans leur sens. Si je veux écrire une autre histoire, il faut que je fasse intervenir un autre acteur. Que dans cet endroit où on ne voit pas les travailleurs, où ils ne sont pas visibles, on fasse débarquer la voix de tous ces livreurs. Je me rends compte que quand je me déplace un peu partout dans l'Union européenne, je prends contact avec des collectifs de livreurs à vélo en Italie, en Slovénie, en Espagne, au Danemark.
Et j'entends des gens me raconter tous la même chose avec des langues différentes. Comment, en fait, ils avaient signé pour être indépendants, mais ils n'ont rien d'indépendant. Comment, en fait, ils aimeraient que leur temps de pause entre deux courses soit payé. Quand on te raconte ça en espagnol, en italien, en anglais, tout d'un coup, je me dis, mais ils sont tout seuls dans leur pays. Si je les mets ensemble, au cœur des institutions européennes, ça peut être un contre-lobbying. Et en fait, j'ai passé une bonne partie de mon mandat à faire un contre-lobbying, notamment grâce, c'est tout bête, hein, mais un outil que je découvre quand j'arrive au Parlement européen, qui nous permet à nous, députés, de discuter et d'échanger, de travailler ensemble. Comment on fait pour travailler ensemble quand on ne parle pas la même langue ? Et surtout quand on ne parle pas anglais, comme les Français, qui, je m'en aperçois rapidement, on est malheureusement parmi les plus nuls en anglais, mais à la limite, c'est pas une... On est c'est mauvais aussi... dans toutes les langues. Oui, hein. mais c'est une fierté parce qu'en même temps de revendiquer le droit d'utiliser le français, qui est censé être une des langues officielles de l'Union européenne. Donc c'est important moi, chaque fois que je le peux, je demande à ce qu'il y ait des interprètes et je dis c'est une question d'égalité dans l'exercice du mandat que de parler sa langue. Mais bon, j'ai beau le dire, il se trouve qu'il faut quand même... j'ai pris des cours d'anglais. Mais en tout cas, cet outil magique de l'interprétation qui fait que on parle dans une langue, on est traduit directement dans tout et on comprend tout ce que les gens disent. Je me dis, mais si ça, on le met à disposition des travailleurs, mais on peut vraiment réussir à construire ce lobby. Les plateformes, elles sont organisées à l'échelle européenne. Elles ont le rapport de force. Si en face d'elles, des gens qui sont isolés, on les met ensemble, ils échangent, ils prennent conscience de leur force commune, de leur collectif, et ensuite ils font pression aux différentes étapes du processus législatif, d'abord sur la Commission, en disant la Commission européenne, et il n'y a pas que les lobbies qui te regardent, il n'y a pas qu'Uber qui te regarde, mais il y a aussi les travailleurs. Donc la directive, il faut qu'elle aille dans notre sens. Et ça marche. Et donc, ça commence par un combat au Parlement pour convaincre les députés de voter cette future directive ? Alors en fait, le processus législatif donc européen, donc il y a une particularité à l'Union européenne, c'est que donc il y a 3 institutions. Il y a le Parlement européen, donc ici on est des députés, plus de 700 députés élus par les 27 États membres de l'Union européenne, les 27 citoyens des États membres de l'Union européenne. Il y a le Conseil de l'Union européenne où c'est le représentant des gouvernements et des États membres, et il y a la Commission européenne, donc des commissaires qui sont nommés. Je découvre que le Parlement européen, on est le seul Parlement du monde qui n'a pas le droit d'initiative législative. Donc c'est quoi ça ? On n'a pas le droit de faire la loi. On n'a pas le droit d'écrire d'abord, je veux une loi pour les travailleurs des plateformes. Je dois d'abord mettre la pression sur la Commission, parce que c'est la Commission qui le propose. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire en quelque sorte d'abord ma lobbyiste vis-à-vis de la Commission. Il y a des outils institutionnels, rapport d'initiative, on passe du temps à faire un travail classique de parlementaire. Il y a ce dont je parlais, c'est-à-dire comment on crée un contre-lobbying avec l'irruption des travailleurs à Bruxelles. Et il y a aussi tout simplement, moi je fais ma lobbyiste, un peu comme font les lobbyistes bourrins quand ils viennent vous voir dans le couloir et qu'ils viennent vous chercher à la cantine parce qu'ils vous ont repéré. Moi je fais pareil avec le commissaire à l'emploi Nicolas Schmit, que j'harcèle en fait pour lui demander une directive pour les travailleurs des plateformes. Et finalement, vous décidez de l'écrire, cette directive fantôme à proposer au commissaire Nicolas Schmit, qui finalement devient votre allié, Leïla Chaibi. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des rapports de force partout. Et donc, je sais qu'à la Commission européenne, il y a des rapports de force aussi. Que c'est pas un bloc, la Commission européenne. Et moi, c'est dans mon intérêt que la directive elle soit écrite par Nicolas Schmit, le commissaire à l'emploi, plutôt que par Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence. Parce que moi, mon objectif, c'est que la directive, elle raconte pas que les travailleurs, de toute façon, sont des indépendants et donc c'est normal de ne pas leur donner le droit du travail. Moi, je veux que la directive, elle dise, à partir du moment où ils sont subordonnés à un employeur, ils doivent avoir les mêmes droits que tous les salariés. Donc, c'est dans mon intérêt que Nicolas Schmit, qui n'est pas le commissaire le plus puissant dans la Commission européenne, il prenne le dossier. Donc, je sais qu'il est un peu complexé parce que c'est pas forcément le plus... complexé politiquement, j'entends, parce que c'est pas forcément le plus puissant, et donc je lui donne la force finalement en le poussant, en organisant la pression des travailleurs, en l'interrogeant sans cesse dès que je le croise dans les couloirs, en audition en commission emploi. Alors, Monsieur Schmit, on a besoin d'une directive, et à un moment donné, les choses tardent, donc j'écris, je dis mais je comprends pas, ça fait quand même, ça fait 1 an et demi là.
il s'est toujours rien passé, j'ai pas le droit d'initiative, je passe mon temps à demander à la commission, donc maintenant je vais arrêter de demander, je vais l'écrire, je vais le prendre ce droit même si je l'ai pas, j'écris cette directive, je lui présente en lui disant, regardez, si vous voulez copier-coller, regardez, le truc est fait, et ça permettrait de résoudre la situation. C'est évidemment, je sais que ça va pas être copié-collé comme ça direct, que c'est pas la procédure, mais ça aide dans le débat et ça le pousse à faire que en décembre 2021, la Commission européenne, par la voix de Nicolas Schmit, qui est chargé du portefeuille, publie une directive qui dit les travailleurs des plateformes devront être présumés salariés. Et ensuite, ce texte doit être voté par le Parlement. Et ensuite, ce texte, il est envoyé au Parlement et au Conseil. Et chacun de notre côté, on dit qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut changer de la proposition qu'a écrite Schmit. Et le Parlement, donc on reprend les négociations. Là, il y a lobbying intensif, évidemment. Là, il faut, du coup, qui dit lobbying intensif, dit il faut que je fasse mon job de contre-lobbying. Donc, les réunions des lobbies, j'incruse des travailleurs, je m'inscris en douce, on les poursuit quand ils se réunissent dans les hôtels du quartier européen. Une fois, on débarque même avec un livreur déguisé en Pikachu. Alors, il faut imaginer, vous avez que des gens en costard, cravate, tailleur dans le quartier européen, et vous avez Pikachu. Pourquoi Pikachu ? Parce que les travailleurs de plateforme expliquent qu'ils ont l'impression d'être des Pokémon, ils sont libres de rien, qu'il y a des gens dans des bureaux qui décident où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire. Et donc, du coup, Pikachu géant dans le quartier européen à la recherche de la réunion des lobbyistes. On organise à nouveau des rassemblements avec des centaines de travailleurs de toute l'Union européenne qui parlent d'une voix commune et qui disent on est là, on est le lobby là, des travailleurs concernés, écoutez notre voix. Et donc, lobbying intensif. Le Parlement européen adopte une position très ambitieuse, donc qui améliore la proposition de la Commission. Le Conseil, de son côté, c'est une autre histoire. Et là, on est actuellement, depuis plusieurs mois, dans la dernière phase, donc ce qu'on appelle de trilogue. C'est la dernière phase avant l'adoption de la directive. On a le Parlement européen et le Conseil, avec la Commission en arbitre, d'où le tri de trilogue. Et donc, on doit se mettre d'accord sur une position commune. Et ça aboutit. On est arrivé, vous êtes arrivé, Leïla Chaibi, à un accord et à une directive opérationnelle qui doit s'appliquer dans les 2 ans. J'aurais aimé vous dire ça, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est fini. D'ailleurs, au moment où j'écrivais le bouquin, il fallait rendre le fichier à l'imprimeur, alors même qu'on avait une dernière réunion de négociation qui a duré toute la nuit. Donc, on a écrit la fin avec Cyril Pocréo, avec qui on l'a beaucoup écrit, le 13 dans la journée. Et jusqu'au 13 à 8h, on a eu une réunion qui avait commencé le 12 à 19h, une dernière réunion de trilogue. Il y en avait eu plusieurs, et on a abouti à un accord. Coup de tonnerre, dépêche AFP qui sont en alerte sur les téléphones de tout le monde, pas uniquement de ceux qui suivent le sujet. La présidente du Parlement européen, tout le monde se félicite. Un accord a été trouvé sur la directive travailleurs des plateformes. Cet accord, c'est un compromis, mais il allait améliorer la situation de millions de travailleurs en Europe. Donc, c'était gagné. On était contents. On a fait péter le champagne à 8h du matin, pour dire. Et malheureusement, la France a torpillé tout ça. La France. Macron, le président de la République française, qui dans cette histoire, ce que je raconte dans le livre aussi, depuis le début, depuis 2019, dans cette histoire, c'est une bataille contre Uber, mais c'est une bataille contre Macron. À chaque étape du processus, je croise Macron. Macron représentant des intérêts des lobbies des plateformes qui, jusqu'au dernier moment, a torpillé la directive pour défendre les intérêts d'Uber. Et donc, ça ne s'appliquera pas, le combat continue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, le combat continue, et d'ailleurs, demain matin, on a une nouvelle réunion de négociation. Les négociations ont repris donc, depuis le mois de janvier, parce que là, la bonne surprise de Macron, c'était un cadeau de Noël. Il est très sympa, 3 jours avant Noël, donc il sabote l'accord. Alors même que les députés macronistes du Parlement européen étaient d'accord avec nous, étaient d'accord avec l'accord. Et donc, les négociations reprennent. Malheureusement, là où on en est dans les négociations, déjà, le niveau a été rabaissé par rapport à ce qu'on avait obtenu en décembre. On essaye de limiter la casse, d'avoir quelque chose à minima. Il est possible qu'on n'ait pas d'accord, mais ce n'est pas forcément la moins bonne des solutions, parce qu'il vaut mieux pas d'accord plutôt qu'un mauvais accord qui pourrait même détériorer la situation. En tout cas, les négociations ont repris. C'est quand même affligeant et franchement assez agaçant. Moi, personnellement, quand j'entends Macron expliquer qu'il est le représentant de l'Europe qui protège et
quelques jours à peine après avoir saboté l'accord, je le vois fanfaronner à l'hommage à Jacques Delors à l'Élysée, entouré de plein de dirigeants européens, expliquer que il est défenseur de l'Europe qui protège, alors qu'il vient de saboter quelque chose qui potentiellement pouvait changer la vie concrète des travailleurs, de milliers de travailleurs en Europe. Donc voilà ce qu'il y a sur la table actuellement. On a prouvé qu'on pouvait renverser le rapport de force face au lobby, qu'on pouvait arracher des victoires. Malheureusement, ils sont capables d'avoir des alliés, et quand ils ont des alliés au plus haut niveau, et donc c'est compliqué à la fin. L'histoire, elle n'est pas terminée, mais j'espère en tout cas que ce schéma, cette histoire, on peut la reproduire sur plein d'autres sujets, et ça permet de prouver que pour une fois, l'Union européenne, elle agit en faveur des gens et pas en faveur de l'argent. Elena, je crois que tu as une question à poser à Leila Chaibi. Oh oui, moi j'ai une question par rapport des réseaux sociaux. Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Quand et pourquoi vous avez commencé à faire cela? Alors, depuis le début de mon mandat, c'est important, comme on a beaucoup parlé de comment faire rentrer la voix des travailleurs dans l'institution. Autre chose qui est important, c'est comment on fait sortir ce qui se passe ici à l'extérieur. L'Union européenne paraît très floue, opaque, on ne sait pas trop ce qu'on fait, et c'est ça qui fait que plus les citoyens sont éloignés, plus on laisse la place au lobby, plus on déroule le tapis rouge au lobby. Et donc il faut occuper le terrain, et selon moi il y a un enjeu politique à communiquer sur ce qu'on fait ici, parce que ça concerne les citoyens et c'est un moyen pour qu'ils s'en emparent. Et moi je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc à faire de la pédagogie sur ce que je fais au quotidien, les dossiers législatifs, mais aussi tout simplement sur la vie quotidienne d'un député dans le Parlement européen. Et je me suis rendu compte que ça intéressait les gens, en fait, quand on cassait les murs qui existent entre le Parlement et les citoyens. Des fois, des choses très anecdotiques sur les nationalités les plus en retard, l'heure des repas, des choses comme ça, qui en fait montrent que l'ambiance de travail multiculturelle, qui fait donc par exemple que quand vous avez une réunion à 15h, vous arrivez... vous, Français, 5 minutes de retard, vous vous dépêchez, et puis vous arrivez là-bas, on vous dit, vous voyez que les Danois sont là, les Allemands sont là, et on vous dit, non mais t'inquiète, on attend les Espagnols encore. Ou pour manger le midi, mes collègues de l'Assemblée nationale, ils ont une pause le midi, entre midi et 14h. Ici, il n'y a pas de pause, parce que s'il fallait faire une pause, déjà, à quelle heure on l'a fait? Allez, en Espagne, ils mangent à 16h. Nous, on mange quoi? À 13h, midi et demi, 13h. Les Danois, ils mangent pas. Nous, c'est... entrée, plat, dessert. Enfin, ça choque personne de manger entrée, plat, dessert le midi. Avec couteau, fourchette. Ça choque personne. C'est même la norme. C'est choquant pour un nordique. Qui lui, bon, il dîne à 17h, mais il va pas manger. Donc, du coup, toutes les réunions s'enchevêtrent et ça donne lieu, des fois, à des... Là, ça paraît très anecdotique. Ça peut paraître très, très anecdotique et peu politique, mais pour moi, c'est un des moyens pour faire en sorte que les gens s'emparent de ce qui se passe ici et que ça paraisse plus concret et qu'ensuite, les décisions qui sont prises... elles fassent style dans la tête des gens. C'est une porte d'entrée vers la politique et le Parlement européen que de raconter ce genre de choses. Je fais pas uniquement ça, j'essaie d'être le plus concret possible, le plus pédagogue possible sur les décisions, les enjeux politiques. Des fois, on rame. Avec mon équipe, on se dit, alors attends, faut expliquer. Comment on va expliquer aux gens que le truc qu'on a voté, c'est pas contraignant parce qu'il faut qu'après ce soit négocié avec le Conseil et qu'ensuite ce soit soumis à la validation. Ouh là là, ça y est, on a perdu tout le monde. Donc on rame, mais on essaye de le faire tant bien que mal. Et à propos de concret et de transparence, on peut peut-être s'amuser à donner quelques chiffres. Combien gagne un eurodéputé? Et tout le monde est au même salaire, j'imagine, des 27 pays membres. Tout le monde est au même salaire, oui. Donc, ce qui fait que, pour un luxembourgeois, au Luxembourg, le salaire minimum est à 5 000 €. En Bulgarie, il est à 300 €, je crois. Donc, tout le monde est au même salaire, ça ne signifie pas la même chose en fonction des gens. Donc, c'est 7 500 € pour les indemnités. Mais en fait, au-delà des indemnités, il y a également des moyens qui sont mis à disposition de tous les députés qui sont très, très importants. Il y a une enveloppe mensuelle pour embaucher des gens de 25 000 €. Il y a une enveloppe de frais généraux, ce qu'on appelle. Donc, c'est pour les déplacements, l'allocation de l'achat de matériel, l'allocation d'un bureau, par exemple. Donc ça, c'est 5 000 € à peu près. Il y a donc cette fameuse ligne 400. Donc ça, et là, j'en parle pas mal dans le bouquin, c'est une enveloppe que je découvre. J'arrive au Parlement européen et je vois qu'en fait, tous les collègues, ils ont, j'en ai un dans les mains, un stylo, des stylos siglés. Moi, j'ai des stylos, voilà. Mais il y en a, dans leur bureau, c'est un supermarché.
s'ils ne sont pas réélus, ils peuvent ouvrir un magasin de souvenirs. Ils ont découvert des sacs, des tote bags, des chapeaux, des casquettes, des trucs. Il y a des fois des parapluies, beaucoup de choses. Et en fait, j'apprends que ça, c'est utilisé avec la ligne 400, c'est une ligne budgétaire qui est dédiée à la communication. Et il y a plein d'argent là-dessus, au point que certaines fins d'année, les gens ne savent pas quoi faire de ce qui reste dessus. Et il y a un député d'ailleurs. Chaque année, si vous allez au Parlement de Bruxelles, il y a un sapin de Noël immense dans le hall, plusieurs mètres de haut. Et à côté, il y a marqué « Sapin de Noël offert par machin du PPE ». Le gars, il a plein d'argent. Il ne sait pas quoi faire de cette enveloppe, de ce qui lui reste chaque année. Et chaque année, il l'offre à sapin de Noël. Donc là, moi, je me dis, mais quand même, c'est un peu du gaspillage, non ? Est-ce que cet argent, on ne l'emploierait pas mieux ? Justement. Et c'est qu'avec cette ligne budgétaire que je construis mon contre-lobbying et que je paye des interprètes. Ça coûte cher, les interprètes, pour que les travailleurs se parlent entre eux. On paye leur billet d'avion, on paye leur hôtel pour construire le lobbying alternatif au lobbying des plateformes. Alors, nous sommes le 7 février 2024, on est en fin de mandature, les élections européennes approchent, c'est le 9 juin 2024 en France. Est-ce que vous représentez et est-ce que ça vaut le coup d'aller voter pour les non-votants qui sont parfois majoritaires en France Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils sortent de leur canapé le dimanche ? Alors moi, je suis candidate à ma candidature, mais après, c'est pas moi qui décide. Et donc, il y a un comité électoral dans notre mouvement, donc j'espère qui sélectionnera ma candidature. On le saura dans quelques semaines. Et sinon, oui, l'élection européenne, c'est l'élection où il y a une personne sur deux qui ne se déplace pas pour aller voter, voire plus d'une personne sur deux. Parce qu'on se dit que c'est loin, l'Union européenne, qu'on n'y comprend rien. Et puis en plus, des fois, on peut se dire que c'est des corrompus, que vous avez vu les affaires comme le Qatargate, ça ne nous aide pas vraiment. Il y a un an, quand on découvre des valises de billets de 100 000 euros en petites coupures de 10 dans les appartements des députés. Enfin, c'était complètement surréaliste. Mais du coup, les gens peuvent se dire à quoi bon aller voter. Les décisions qui sont prises ici, elles sont transposées ensuite, elles s'appliquent à tous les États membres, elles s'appliquent à la vie de tous les citoyens. Plus on sera nombreux. Là, on avait un rapport de force extrêmement défavorable. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais partie du plus petit groupe politique de ce Parlement. La gauche, on n'est pas les plus nombreux. Il y a deux groupes très à droite, en plus du groupe de droite classique. Et malgré tout, on a réussi à avoir la marge de manœuvre, à arracher des choses. Donc moi, le nombre de fois où je me dis, mais oh là là, mais si on avait été plus nombreux, s'ils étaient un peu moins nombreux, quand je suis tout au bout dans l'hémicycle, je suis tout à gauche, en face, eux, tout à droite, ils sont plus nombreux que nous. Je me disais, mais si on était un peu plus nombreux, mais nous, mais mon groupe, mais aussi les Verts, les socialistes, les groupes progressistes, entre guillemets, je peux vous dire qu'on arriverait à arracher encore plus de choses, beaucoup plus de choses, et à pas se faire bloquer, et que la vie, pour le coup, des citoyens, elle s'améliorerait très concrètement. Merci beaucoup Leïla Chaibi. Rendez-vous donc dimanche 9 juin 2024 pour les élections européennes en France. Je rappelle votre livre « Député pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne » paru en janvier 2024 aux éditions Les Liens qui libèrent. Et coécrit avec Cyril Pocréo, le journaliste. Pardon, mais il n'est pas en couverture, il est seulement à l'intérieur. Donc rendez-vous le 9 juin 2024 et rendez-vous dans toutes les bonnes librairies pour acheter cet ouvrage qui raconte le Parlement européen autrement, différemment. Merci Leïla Chaibi. Merci Elena, merci Philippe à la réalisation et merci aux merveilleux moyens techniques du Parlement européen où tout le monde peut rentrer presque 24 heures sur 24 avec simplement une carte d'identité ou un passeport. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Strasbourg. À bientôt pour de nouvelles aventures avec le Wunderparlement. 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 Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.